Comment sécuriser ses cryptos? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bienvenue sur cette chaîne, moi c'est Jonathan et ma mission est d'éduquer sur l'investissement dans les cryptos. J'ai lancé une série de 6 vidéos pour comprendre toutes les bases de l'investissement dans les cryptos et c'est parti pour ce 6e et dernier épisode, comment sécuriser ses cryptos. Alors pour commencer cette vidéo, on va voir quels sont les différents types de risques qu'il peut y avoir sur le stockage et la détention de ces cryptos. On verra du coup quels sont les différents types de portefeuilles et comment choisir le bon portefeuille, celui qui va vous correspondre. Et enfin, on verra les différentes bonnes pratiques du coup, pour sécuriser ces cryptos. Et donc on attaque avec la première partie. Alors au niveau des différents risques, le premier risque, enfin il n'y a pas de classification par ordre d'importance de risque, mais le premier que j'ai choisi de mettre, c'est la nature irréversible des transactions en crypto. Lorsque vous faites des transactions sur une blockchain, quelle qu'elle soit, vous avez une adresse publique qui est spécifique à votre adresse et votre clé privée, et liée aussi également à cette blockchain. Donc, si par exemple vous voulez envoyer du Bitcoin de votre portefeuille Binance vers votre portefeuille Ledger, il faut bien que l'adresse de destination soit une adresse Bitcoin. Si par erreur vous mettez Ethereum, les Bitcoins seront perdus à tout jamais. Donc voilà, nature irréversible des transactions, soyez vigilants. Enfin, un des risques du coup, c'est que l'adresse du coup de destination ne soit pas la bonne et que votre crypto soit perdue. Donc généralement, on a des messages d'alerte sur les différentes plateformes nous disant attention, là c'est peut-être pas le bon réseau. Toutefois, je vous invite vivement à bien vérifier ce point-là lorsque vous faites une transaction sur une blockchain. Ensuite, le deuxième, c'est le risque de fraude. Donc, par fraude, j'entends des acteurs qui vont être plutôt des escrocs, comme par exemple l'ancien patron de FTX, l'ancien patron de Terra Luna, l'ancien patron de Celsius. Voilà, toutes ces personnes-là, en fait, qui montent des entreprises liées, là en l'occurrence de très près, aux cryptos, et qui en fait derrière montent des espèces de, on peut appeler ça des schémas de Ponzi ou des scams, en tout cas il y a des acteurs qui sont malveillants, donc ça fait partie des risques aussi. Quand vous mettez vos fonds sur des plateformes centralisées, il y a un risque de fraude vis-à-vis des personnes qui ont monté ces entreprises, et ça on l'a vu malgré la réglementation, malgré la régulation. FTX était proche des politiques aux États-Unis, il a financé la campagne de Biden, donc ça ne veut pas dire pour autant, c'est pas un gage de sécurité forcément. Ensuite, il y a un risque de piratage, comme par exemple le phishing. C'est une technique de fraude qui est très courante dans l'univers crypto, mais pas que, où en fait les fraudeurs vont créer des sites web ou des courriels qui imitent les plateformes légitimes pour vous inviter en fait à leur fournir des informations personnelles. C'est pour ça que c'est très important lorsque vous cliquez sur un lien pour donner des informations qui vous sont personnelles, de bien vérifier que ce soit le bon site mail, ou quand vous recevez un mail, vérifier que l'expéditeur soit bien le bon. Des fois ça se joue à des micro-caractères, c'est très difficile de bien checker ça, donc il y a des systèmes qui ont été mis en place, on verra dans les solutions, pour se prémunir en fait du phishing. Et voilà, donc le phishing, généralement, ça pose problème quand les entreprises se font voler leur base de données. Alors, c'est pas forcément ce cas-là, ils peuvent récupérer votre adresse mail par d'autres moyens. Mais par exemple, quand il y a le hack des données personnelles des clients de Ledger, les clients de Ledger, dont je fais partie, ont reçu tout un tas de séries de mails envoyés par des escrocs, se faisant passer du coup pour l'entreprise Ledger. Et donc cette technique-là, on l'appelle le phishing. Ensuite, il y a tout ce qui est arnaque et manipulation. Donc par là, j'entends des projets qui vont vraiment être scammeux, qui vont vraiment pas être du coup régulés, connus ou reconnus par qui que ce soit, loin des FTX et compagnie, mais plutôt des gens qui vont vous solliciter, qui vont venir vous voir en vous disant, je vais vous dire un truc, ça vous paraît très énorme, mais pourtant ça marche, c'est par exemple, envoie-moi un Ethereum et tu en auras 2 en retour, ou vas-y investis dans mon projet, c'est génial, tu fais un dépôt comme ça et après derrière tu vas gagner 20% par mois, 30% par mois à vie. Voilà, tout ça c'est arnaque et manipulation. Donc ça c'est lié aux cryptos, mais encore une fois, pas que, on le voit aussi, tout ce qui est lié au trading, au forex, mais dans les cryptos c'est quand même extrêmement présent.
Du coup, c'est pour ça que c'est important pour moi de vous sensibiliser à ça. Ensuite, concernant le danger des erreurs humaines, on a vu tout à l'heure le risque d'envoyer une crypto sur une mauvaise blockchain. Il y a le risque également de perdre ses mots de passe, de perdre ses phrases mnémoniques ou sa phrase secrète. Donc là-dessus aussi, il faut être très vigilant sur le stockage de ces données. Selon comment vous investissez, selon les choix que vous ferez sur vos portefeuilles, cela implique de se responsabiliser. Vous devenez votre propre banque et donc vous avez la responsabilité de vos fonds. Et comme l'erreur est humaine, hein, ça peut arriver, il faut du coup minimiser au maximum ces risques-là. Concernant l'absence de régulation et de protection, j'ai été un peu fort là-dessus, c'est pas qu'une absence totale en fait. La régulation, elle se met en place petit à petit. C'est un écosystème qui est de plus en plus suivi et régulé par les différents pays. Sauf que si aujourd'hui une plateforme fait défaut, s'il y a un bank run sur un exchange, les banques centrales derrière ne viendront pas les sauver, alors qu'elles ont tendance, on l'a vu l'année dernière avec la Silicon Valley Bank et d'autres, que l'État ou la banque centrale peut intervenir du coup pour sauver les banques. Ce ne sera pas le cas du coup des plateformes centralisées crypto. Pour finir sur les risques, il y a tout ce qui est logiciel malveillant du coup et la sécurité des appareils. Les logiciels malveillants, ils peuvent compromettre la sécurité du coup de vos cryptos en infectant votre ordinateur ou votre smartphone. C'est pour ça qu'on recommande généralement, si vous avez des portefeuilles en ligne, c'est de ne pas les connecter à Internet ou d'être au minimum exposé en fait aux connexions Internet, puisque du coup ça évite en fait tout logiciel malveillant qui viendrait s'installer sur votre téléphone ou votre ordinateur. Après c'est comme pour le reste, hein, attention de toute manière aux applications que vous pouvez être amené à télécharger, aux logiciels également que vous téléchargez. Assurez-vous qu'ils soient issus de sources fiables. Soyez vigilants aussi avec les pièces jointes et les liens dans les emails ou les messages suspects que vous pouvez être amené à recevoir, puisqu'ils peuvent être vecteurs du coup de logiciels malveillants. Je vous propose maintenant de passer à la partie 2 où on va voir du coup comment choisir le portefeuille qui vous correspond. Donc on va voir les différents types de portefeuilles. On va voir portefeuille sur plateforme décentralisée, ensuite les portefeuilles chauds, portefeuilles froids et éventuellement quels sont les moyens d'avoir une sécurité qui soit encore plus renforcée. Alors les portefeuilles sur plateforme centralisée, en fait on les retrouve sur l'ensemble des plateformes d'échange que vous pouvez utiliser, que ce soit Binance, KuCoin, Bitpanda, sur des produits, sur des néobanques également en dérivés comme Revolut. Donc avec cette solution-là, vous allez confier vos fonds à ces plateformes, tout comme vous pouvez avoir de l'argent en euros déposé sur votre compte. Donc vous faites confiance à une banque. Vous avez du coup un tiers qu'on appelle un tiers de confiance, chez lequel vous allez du coup déposer vos cryptos. L'avantage principal de ces portefeuilles-là, c'est que vous pouvez facilement et à moindre coût transférer vos cryptos d'une crypto vers une autre. Par exemple, si vous voulez transférer des USDT en BTC ou du BTC en USDT, vous pouvez le faire de façon rapide et à moindre coût. Et vous pouvez du coup également poser des ordres limites pour identifier vos zones d'achat, vos zones de vente. Et donc tout ça, c'est une expérience utilisateur qui va être plus fluide, plus simple. Également, vous n'aurez pas de contraintes liées aux différentes blockchains supportées par le portefeuille, puisqu'à partir du moment où la crypto est listée sur cet échange centralisé, forcément ça veut dire que vous pouvez la détenir du coup dans votre portefeuille et ça du coup sans contrainte de type de blockchain. L'inconvénient principal, c'est que vous n'êtes pas souverain de vos fonds, donc voilà, vous avez fait confiance à un tiers pour détenir vos fonds, donc avec les risques associés. Du coup, comme on l'a vu tout à l'heure, avec les risques de malhonnêteté ou de fraude de l'entreprise ou de son CIO. Ensuite, on a ce qu'on appelle les portefeuilles chauds ou les hot wallets de type MetaMask ou Rabby pour citer les plus connus et les plus utilisés. Ce sont des portefeuilles dont vous détenez les clés privées, donc vous avez l'avantage d'être souverain de vos fonds. L'inconvénient, c'est que ça va nécessiter d'être responsabilisé par rapport à ça. Et donc, il va falloir sécuriser votre clé privée, sécuriser votre phrase mnémonique pour pas perdre ou vous faire voler du coup vos cryptos. Ensuite, on a les portefeuilles froids, du coup, qui généralement vont avoir un support physique, comme par exemple la clé Ledger. Ça peut être également un SafePal ou un Trésor, pour citer encore une fois du coup les plus utilisés, les plus connus. Et donc là, en fait, on va avoir un niveau de sécurité supplémentaire,
puisque pour chaque transaction, cela va nécessiter en fait une action manuelle sur votre clé. Donc pour prendre l'exemple de la Ledger, il faut appuyer sur les deux boutons. Et donc ça en fait, ça apporte une sécurité, mais ça rend du coup l'utilisation quand même plus rigide et moins flexible. Et du coup également, ça va devoir vous responsabiliser par rapport à la détention de vos fonds, un peu comme, exactement comme sur les portefeuilles chauds. La différence entre les chauds et les froids, les chauds c'est qu'ils sont du coup en ligne, donc plus connectés à Internet, alors que les froids du coup seront complètement déconnectés. Il ne faudra les connecter uniquement pour valider les transactions. En fait, quand vous devez choisir votre portefeuille, vous devez faire un compromis du coup entre la sécurité, le niveau de sécurité que vous voulez, la flexibilité et l'expérience utilisateur selon le support que vous utilisez. Également, on va avoir la contrainte du coup des blockchains supportées. Toutes les blockchains ne sont pas supportées par l'ensemble des portefeuilles, qu'ils soient chauds ou froids. Et donc, selon les cryptos que vous avez achetés et que vous voulez conserver de manière sécurisée, il va falloir du coup checker les différentes blockchains supportées et vous assurer de bien pouvoir les transférer dessus. Autre élément qui peut être considéré comme un inconvénient, c'est le coût, puisque ces portefeuilles froids, il faut les commander, il faut se les faire livrer, et du coup ces clés-là ne sont pas gratuites, hein, c'est entre, on va dire, en moyenne, c'est entre 50, on va dire, et 80 € pour se faire livrer du coup une clé de type portefeuille froid. Et enfin, pour avoir un niveau de sécurité renforcé, vraiment un niveau de sécurité, je dirais, qui est pas pour la majorité des gens, qui va être réservé à des gens qui ont des portefeuilles vraiment très élevés ou pour des entreprises, c'est la mise en place d'une signature multi-sig, où là en fait pour pouvoir valider les transactions, il va falloir qu'il y ait plusieurs signataires. Donc ça c'est à définir, ça peut être 2 signatures sur 3, 3 sur 3, ça peut être 3 sur 5, toutes les possibilités en tout cas sont ouvertes. Donc il y a des entreprises qui se sont spécialisées là-dedans. Généralement, vu le montant détenu sur ces portefeuilles-là, parce que ça coûte du coup encore plus cher, il faut aussi pouvoir du coup se le payer. Mais voilà, je vous en parle très rapidement, c'est quelque chose qui existe. Si vraiment vous avez des très gros montants à sécuriser, vous avez possibilité du coup de mettre en place ce qu'on appelle un multi-sig. C'est le moment pour moi de vous inviter à passer à l'action pour soutenir cette chaîne. Je vous invite du coup à mettre un like, à vous abonner, à partager cette vidéo également à ceux qui pourraient en avoir besoin, à laisser en commentaire, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, et très important aussi, dites-moi les sujets que vous souhaiteriez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Merci beaucoup et on passe à la suite. Passons maintenant aux bonnes pratiques pour sécuriser ces cryptos, que vous soyez sur un portefeuille chaud, un portefeuille froid ou sur une plateforme centralisée. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte et donc je vous ai listé quelques bonnes pratiques. La première du coup, c'est un mot de passe complexe et unique. Ici, je vous ai mis une étude qui a été publiée en avril 2023 qui indique le temps que va mettre un hacker pour forcer votre mot de passe en 2023. Donc vous avez ici le nombre de caractères. Ici, si vous êtes uniquement en nombre, uniquement en lettres, uniquement lettres majuscules, lettres minuscules. Ici, nombre, lettres majuscules, lettres minuscules. Et ici, on rajoute en plus les symboles. Donc vous voyez, plus il y a de types de caractères différents, nombre, minuscules, majuscules et caractères spéciaux, plus il va falloir de temps au hacker pour pouvoir craquer votre mot de passe. Et également, plus il y a de caractères, plus ça complexifie le travail pour le hacker. Et donc en fait, il faut bien avoir conscience que en dessous d'un certain nombre de caractères et en dessous d'une certaine complexité, en quelques semaines, quelques mois, votre mot de passe peut être craqué, sachant, je pense que ça évolue dans le temps, et plus le temps passe, plus il faut renforcer le nombre de caractères pour pouvoir sécuriser du coup ces mots de passe. Ensuite, il y a l'authentification à double facteur, appelée aussi 2FA. Donc en fait, cette authentification, ça rajoute une couche supplémentaire de sécurité à vos comptes. Même si quelqu'un découvre votre mot de passe, il va lui être extrêmement compliqué d'accéder à votre compte sans le deuxième facteur. Et en fait, ce deuxième facteur, ça peut être par exemple avec une application type Authenticator proposée par Google ou Authy, où en fait vous allez avoir à partir d'une clé, vous allez avoir un code à 6 chiffres qui va être valable quelques secondes. Et donc en fait, quand vous vous connectez, ça vous dit de renseigner du coup ce code à 6 chiffres qui est temporaire. Vous vous connectez sur votre application, vous saisissez du coup les 6 chiffres et vous accédez à votre application. Donc ça en fait, le hacker, quand bien même il réussit à hacker votre mot de passe, ça va lui être quand même assez compliqué ensuite de pouvoir accéder à votre code 2FA puisqu'il n'est valable que quelques secondes
Et pour ça, il faut généralement qu'il ait accès aussi à votre téléphone. Ensuite, concernant les mises à jour, il est important du coup de garder vos logiciels, votre système d'exploitation, votre navigateur et votre portefeuille crypto, je pense notamment au portefeuille chaud et au portefeuille froid, à jour. Il faut bien que toutes les mises à jour soient faites, c'est très important, parce que ces mises à jour, souvent, en fait, elles contiennent des correctifs de sécurité qui sont du coup essentiels pour protéger contre des nouvelles vulnérabilités. Donc vous recevez certainement beaucoup de notifications tout au long de la journée. S'il y a des notifications sur lesquelles il faut être vigilant, c'est celle de mise à jour pour garantir du coup une sécurité de vos cryptos. Concernant le partage d'informations en ligne, je parle là de tout ce qui va être du coup mot de passe, phrase mnémonique, clé privée, tout ça. Il ne faut absolument rien sur votre téléphone, rien sur le cloud, rien sur votre ordinateur, tablette, téléphone, tout ça. Dans l'idéal, il faut qu'il n'y ait rien en fait qui soit connecté à Internet. Donc ça peut être un support papier ou aussi une plaque métallique. Les plaques métalliques font partie des solutions, en tout cas pour graver les phrases mnémoniques et du coup les protéger de l'incendie et de l'eau. Réponse aux incidents de sécurité, ça arrive des fois, alors ça reste quand même assez rare selon les portefeuilles, les logiciels que vous utilisez, mais ça peut malgré tout arriver. En cas de soupçon d'activité frauduleuse, vous allez être généralement informé par mail. Donc là, il faudra agir rapidement, soit en activant le 2FA, soit en alertant le service client. Voilà. Donc le mieux, c'est de contacter le support de votre portefeuille ou de votre plateforme d'échange le plus rapidement possible. Ça reste assez marginal, mais c'était quand même important de vous le dire. Donc en conclusion, je vous recommande de suivre au maximum tous les conseils qui ont été donnés dans cette vidéo. Concernant le choix de votre portefeuille, il n'y a pas de solution parfaite, il n'y a pas de solution miracle en fait. Il faut vraiment du coup faire un choix entre la sécurité, le coût et la flexibilité. On peut également rajouter l'expérience utilisateur. Voilà, c'est propre à chacun et selon où vous en êtes aussi, vous pouvez vous poser la question sur la diversification de vos portefeuilles, que ce soit en fonction des montants pour de la diversification ou également selon les horizons d'investissement. Vous pouvez très bien par exemple avoir un portefeuille froid type Ledger pour un horizon d'investissement long terme et un portefeuille chaud ou même sur plateforme centralisée pour un investissement plutôt moyen terme. Et même selon les montants, si vous avez une somme, on va dire conséquente, investie en crypto sur du long terme, vous pouvez très bien mettre 50% dans une clé Ledger et 50% sur un portefeuille froid type SafePal. Si vous avez des questions, des remarques ou que vous souhaitez que je rentre plus en détail sur certains points de cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Si vous avez appris quelque chose, pensez à mettre un petit pouce, ça soutient mon travail et je vous remercie beaucoup par avance. Vous trouverez dans la description les liens partagés dans cette vidéo. Également, je mets à votre disposition un guide gratuit qui va vous aider à investir sereinement dans les cryptos. On se retrouve la semaine prochaine pour un tuto sur le Trading Stop. C'est une fonction d'achat ou de vente qui permet en fait de maximiser ses gains lorsque l'on souhaite investir ou prendre des profits. Donc on verra tout ça en détail. Si d'ailleurs tu veux que je te fasse d'autres tutos, quel que soit le sujet, pareil, tu peux me le mettre en commentaire. Et du coup, pour rien rater sur la sortie de cette vidéo et des prochaines, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche. D'ici là, porte-toi bien et à la semaine prochaine.